Donc Sébastien Mur est praticien hospitalier en néonat à Lille et s'occupe plus spécifiquement du suivi des hernies diaphragmatiques et de la cohorte lilloise. Alors du coup, moi je viens avec une proposition concernant le suivi qui forcément, on a déjà discuté un peu par téléphone avec Julia, se recoupe sur certaines choses avec la base nationale. Mais l'idée, ce serait de se dire qu'on fasse un peu tous le suivi de manière standardisée, ce qui est, je pense, pour l'instant, pas trop le cas, notamment pour en avoir discuté avec l'équipe de Bicêtre, avoir vu leur feuille de suivi, avoir vu plusieurs feuilles de suivi de plusieurs centres. L'idée, ce serait pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une feuille de suivi qui serait tous la même, ce qui nous permettrait d'assurer un suivi homogène, de mieux guider les gens qui font du suivi, de rien oublier, de recueillir et évidemment d'intégrer éventuellement dans la base, pour celles qui ne le sont pas encore, des informations pertinentes. Et puis pour faire des études cohérentes concernant le suivi, on suit déjà au final des hernies, il y en a 200 à 250 par an en France, donc ce qui fait quand même pas énormément d'enfants pour faire des études. Si en plus on a plein de données manquantes, forcément. Donc l'idée, ce serait de faire un document commun qu'on rédigerait tous ensemble et qu'on remplirait tous ensemble, avec l'arrière-pensée éventuellement un jour que ce soit les parents qui aient un classeur de suivi et qui ait cette fiche, quoi. Donc les propositions de cette fiche de suivi, on avait fait une première réunion téléphonique où on en avait discuté, notamment avec l'équipe de Bicêtre, avec Julia, aussi pour se dire sur l'oralité, par exemple, on n'a pas d'outils qui soient homogènes, qu'on utiliserait tous pour dépister et pour suivre un peu l'évolution des troubles de l'oralité. Donc on en a discuté avec aussi une des diététiciennes du centre de référence atrésie de l'œsophage à Lille, pour voir comment on pourrait faire une échelle simplifiée, commune, clinique, qui permettrait de faire un dépistage objectif et de poser ces indications de rééducation. C'est quand même très fréquent chez nos patients. Donc on s'était dit faire un score de compétences, alors oral et sensoriel ou alimentaire, on l'appellerait un peu comme on veut, et on aurait en marge de notre fiche de suivi un score un petit peu objectif pour nos enfants, pour les suivre un petit peu de consultation en consultation, voir comment est-ce qu'on pourrait voir les choses évoluer. Donc évidemment, ça commencerait avec un 0 des enfants qui ont un OSE exacerbé, qui mangent rien du tout. Puis ceux qui mangent un peu, qui ont un OSE un peu plus faible. Puis, alors, les décalages de texture dont je vous parle là, je vous explique sur la diapositive suivante ce que je veux dire par là. Donc c'est ensuite des enfants qu'on connaît tous, qui ont des repas compliqués, qui ne réclament pas grand-chose, ceux qui fractionnent leur alimentation, typiquement pour les quelques enfants qu'on suit de manière conjointe avec des pédiatres qui ont un peu moins l'habitude. On a régulièrement des parents qui nous disent « Oui, mais mon pédiatre, il m'a dit c'est 4 repas par jour, c'est comme ça. » Alors qu'en réalité, ces enfants-là, ils en mangent 8 ou 10 avec des petites quantités, avec ce qu'ils veulent. Là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut objectiver ça ? Donc, fractionne son alimentation, mais réclame. Fractionne son alimentation mais grossit, et puis après ceux qui ont une alimentation adaptée à leur âge, une bonne croissance et qui prennent plaisir à manger. Donc ça, ce serait une proposition. J'aimerais bien avoir l'avis un petit peu des gens sur l'utilisation en pratique. Moi, ça me paraît assez facilement utilisable. Les décalages de texture dont je voulais vous parler, donc c'est les âges maximum à partir desquels, au-delà desquels on considère qu'un enfant, s'il n'accepte pas ces textures-là, on considérerait ça pathologique. Donc on avait dit, donc pour l'acceptation de la cuillère et des textures lisses, on fixait ça à 8 mois. Les textures grumeleuses et les morceaux fondants, ce serait... les morceaux fondants, ce serait 18 mois. Les textures grumeleuses, 12 mois. Et puis, un enfant au-delà de 30 mois, alors évidemment, avec les gros morceaux qui sont coupés, devrait savoir manger comme les adultes.
Et ça, c'est ce que j'appelle les décalages de texture. Donc, par exemple, si à 30 mois, il en est encore à la texture lisse, 1, 2, 3 décalages, eh ben, il rentre dans la catégorie d'au-dessus, enfin, 3 décalages de l'échelle au-dessus. Si les scores sont en dessous de 3, eh ben, cet enfant il a besoin d'un bilan orthophonique, d'une rééducation, si possible, ou pourquoi pas au moins dans une équipe pluridisciplinaire au sein d'un CAMSP, et s'il a un score à 4, il a besoin d'être réévalué. Donc je vous remontre l'échelle complète. Donc le 3, c'est au moins 2 décalages de texture et un enfant qui est autonome mais qui grossit mal avec ce qu'il mange et qui fractionne son alimentation. Tous ceux qui ont au moins ça, bah, ils ont besoin d'être vus par une orthophoniste. Ça paraît parfois être défoncer des portes ouvertes que de dire ça, mais en pratique, c'est pas toujours si simple que ça. Après, évidemment, se pose la question de la présence des orthophonistes, mais ça, j'en reparle un petit peu après. Donc après, l'échelle d'autonomie alimentaire, bah ça, ce serait assez simple. L'enfant, il est à 0 s'il a besoin de sa gastrostomie et qu'il reçoit tout par là. 1 s'il est entre 50 et 100. 2 à moins de 50 et 3 s'il n'a pas besoin de NEDC. En refaisant des recherches, il y a une échelle qui ressemble un peu à ce que je vous ai dit, qui existe déjà, qui est l'échelle FOIS, qui est elle-même déjà classée en 7 items, mais qui fait assez mal la différence entre les troubles de l'oralité et la dépendance alimentaire. Et il y a des enfants qui ne sont pas dépendants alimentaires et qui ont besoin d'une rééducation de l'oralité assez importante. Donc une des questions à poser, ce serait, est-ce qu'on utiliserait cette échelle-là, ou est-ce qu'on, entre guillemets, on chercherait à en valider une par nous-mêmes? Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que les orthophonistes nouvellement formés, qui sont formés maintenant à Bac+5, qui sont validés Bac+5, ont 90 heures de cours sur les troubles de l'oralité alimentaire. Donc celles qui sortent à partir de cette promo-ci, en théorie, sont mieux formées que les précédentes et ont une cotation qui n'existait pas avant de rééducation des troubles de l'oralité. Avant, ça s'appelait dysphagie, les rééducations, et c'était très mal valorisé. Là, ça a été créé, c'est financièrement beaucoup plus attractif, et on peut donc espérer que les nouvelles promos d'orthophonistes et même les orthophonistes soient plus sensibilisés et plus envie de se former et soient plus intéressés par ces troubles de l'oralité et par leur rééducation. Donc ça, c'est une première proposition d'intégrer un suivi un peu plus standardisé des troubles de l'oralité à notre suivi dans le cadre d'une fiche de suivi nationale. Alors après, on avait discuté, pareil, Ah. Sur ce point-là, parce que en fait, le fond du problème dans nos fiches, c'est qu'on a bien, ça je pense qu'on a, trouble de l'oralité ou pas, les troubles de l'oralité, on a oui, non, mais donc ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on aurait quelque chose d'après quantitatif. Vous voulez le micro? Je passe. Non, juste un commentaire. Oui, juste, nous on est 100% pour, quoi, ou 200%, enfin, faut y aller. Le nombre de fois que c'est compliqué d'expliquer et d'avoir une échelle, et d'un médecin à l'autre, un trouble de l'oralité n'a pas la même définition, juste on y gagnerait un temps fou. Et les orthophonistes, oui, il y a une grosse hétérogénéité entre les centres sur la prise en charge, la prise en compte et l'intérêt d'avoir une prise en charge avec un orthophoniste. Donc, ouais. Non, je suis d'accord qu'à 6 mois, c'est vraiment plus les quantités en fait, qui vont rentrer en ligne de compte que les textures. En tout cas, l'idée, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec l'orthophoniste, et on a une orthophoniste à Lille qui s'appelle Audrey Lecoufle, qui s'occupe du centre Craquemot et qui connaît très bien la littérature sur le sujet, enfin, qui est vraiment très pertinente sur le sujet. Et c'est vrai que ça a l'air simple, mais essayer de faire une échelle qui s'adapte à peu près à tous les âges, c'est vraiment compliqué en fait. Donc c'est vrai que
à 6 mois, c'est pas forcément très pertinent, mais c'est plus les quantités à 6 mois, à la limite, qui nous donneraient envie d'aller vers l'orthophoniste, quoi. Oui, mais quand on voit en sortie d'hospitalisation des enfants qui finalement s'alimentent en quantité normalement, ils ont quand même aussi des troubles de l'oralité avec une alimentation qui se fait sur 2 heures alors que c'est un quart d'heure. Il faut s'arrêter parce que le nauséeux, il arrive tout de suite. Il faut quand même qu'il y ait une évaluation. Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir une grille à la sortie d'hospitalisation pour définir un score et dépister ces enfants. Après, il y a les âges clés, bien sûr, 9 mois, les textures, 18 mois et puis 3 ans. Et puis, bon, ça conditionne après les troubles du langage. Hein, Alors ça, c'est pareil, moi j'en étais persuadé. L'orthophoniste me dit que dans la littérature, il n'y a rien qui montre ça. Mais cliniquement, j'ai exactement la même impression que toi. On en a parlé hier à Craquemot et on en a parlé avec Audrey. Il y a un score qui est le score de Montréal, qui n'est pas parfait, hein, bien sûr, qui est utilisable de 6 mois à 6 ans, donc qui est utilisable dès 6 mois avant les morceaux, et qui prend en compte justement la durée des repas et quelques critères de fonctions sensitives et motrices orales. Alors on l'a utilisé pour l'étude FIDISI sur l'atrésie de l'œsophage. Mais il est utilisable dès 6 mois, donc c'est un des principaux avantages de ce score. Audrey, c'est vrai qu'elle disait que c'était très dépendant du ressenti des parents, parce que c'est un score qui est rempli, c'est un auto-questionnaire parental. Donc c'est les parents qui cotent, mais il y a quand même quelques critères très objectifs de durée de repas et de rejet des aliments, en plus de la réaction familiale et de l'anxiété maternelle face à l'alimentation. Donc c'est peut-être une piste à explorer. Il a été validé par l'équipe de Montréal en langue anglaise et en langue française. Il est publié par Montréal. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que là, l'idée, c'était de nous mettre un petit score, nous, en marge, que sur 5 minutes d'évaluation en consultation, on puisse remplir. Bien sûr. Donc oui, c'est probablement intéressant, mais ça a un autre but que ce que je vous présente sûr, là, qui serait de faire du dépistage un peu généralisé, quoi. Alors ça prend 10 minutes, le score de Montréal. Voilà. Est-ce que c'est pas une orthophoniste qui doit le faire? Non, c'est un auto-questionnaire parental. Ça se remplit en 10 minutes, il y a 14 questions, et après, à interpréter, ça prend 3 ou 4 minutes pour le clinicien. Et c'est un score de dépistage, hein. C'est pas fin dans l'interprétation, mais ça permet de dire oui ou non trouble de l'oralité, ça classe en léger, modéré, sévère, et ça permet d'avoir une petite idée de est-ce qu'il faut orienter ou pas vers des paramédicaux formés. Mais du coup, peut-être qu'il faudrait effectivement prendre le pli de faire passer celui-là en salle d'attente. C'est ce qu'on a essayé sur l'atrésie de l'œsophage. C'est ce qu'on va conclure, c'est que ce score, ça prend 10 minutes, on le met en salle d'attente aux parents et ça permet d'aider. Aurélie Lemandat, je suis chirurgien viscéral à Toulouse. Je voudrais juste préciser, j'ai eu la chance de pouvoir faire le DIU des troubles de l'oralité l'année dernière, donc notamment tenu par Audrey Lecoufle. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas attendre un signe objectif de trouble d'oralité alimentaire pour qualifier le patient tel quel. Parce que la dysoralité, on peut avoir un décalage effectivement avec vraiment ce qui est vu au point de vue trouble alimentaire. Tout ce qui est aversion sensorielle, dysoralité, se voit très tôt finalement pendant l'hospitalisation. Et plus on attend pour la prise en charge de ces patients, c'est-à-dire un patient pris en charge à 1 an, ce qui peut paraître par rapport au parcours de ces patients qui peut être long, avec l'hospitalisation prolongée, finalement pas très retardée, ces patients ils devront nécessiter une rééducation d'à peu près 2 ans. Donc moi je pense que pour ces patients hospitalisés de façon assez longue, on peut peut-être trouver le temps qu'une orthophoniste passe les voir assez précocement. C'est évident, je ne remets pas du tout ça en question. Là, c'est plus dans le suivi, entre guillemets, aussi pour ceux qui sont passés à travers. Évidemment qu'il faut mettre des mesures de prévention dans les services, de pas trop stimuler leur oralité, faire attention avec les sondes diverses et variées, avec la CPAP, toutes ces choses-là, c'est évident. Qu'il faut faire de l'évaluation dans les services, qu'il faudrait sûrement, en tout cas, moi je parle dans notre expérience lilloise, il faudrait sûrement qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui sortent avec une indication d'orthophonie ou qui aient déjà vu une orthophoniste, etc. Ça c'est sûr. Là, c'est plus dans le suivi. Comment est-ce qu'on peut faire pour rattraper, entre guillemets, ceux qui sont passés à travers ça? Mais je ne remets pas du tout en cause qu'il faut y aller beaucoup plus précocement que ça au départ. Hein.
Un score, alors tu réinventes un score, c'est ça l'embêtant, c'est qu'on propose un autre score, donc pour se comparer à la littérature nationale ou internationale, c'est toujours difficile en réinventant un score, de se dire est-ce qu'il est vraiment valide. Mais par contre, c'est vrai que de grader l'importance du trouble de l'oralité, on voit que c'est pas la même chose au quotidien pour les parents. Et puis bon, ça permettra probablement pas de faire un dépistage, parce que je pense que le dépistage, il faut le faire à la sortie de l'hôpital. Et puis après, par contre, dans le suivi, je pense que c'est important d'avoir une gradation de ces troubles d'oralité. Ouais, et puis, encore une fois, par expérience, il y en a quand même un paquet qui sortent et puis dont les parents sont en difficulté après, quoi. Du coup, je passe au sujet suivant. Alors, on voulait avoir aussi une définition commune de quand est-ce que l'HTAP s'arrête, parce qu'on arrive à peu près à mettre en évidence le moment où l'HTAP commence parce qu'on l'a défini avec les traitements, mais le moment où il n'y a plus d'HTAP, c'est compliqué. Est-ce que la définition qui dirait 2 échos normales sans traitement à 1 mois d'intervalle mettrait tout le monde d'accord, qu'on puisse noter dans nos dossiers de suivi à quel moment il n'y a plus d'HTAP, on arrête de les suivre et pourquoi pas noter dans la base à quel moment s'arrête l'HTAP? Est-ce qu'on est sûr sur les données de la littérature, qu'un enfant qui n'a pas fait de l'HTAP au tout début, qui en a plus à la sortie de l'hôpital, il n'en refera pas plus tard? Non, on n'est pas sûr, mais il y a Non, mais d'où la question, est-ce qu'il faut imposer un suivi écho à des âges clés et faire une écho systématique? Alors, c'est le coût, c'est l'organisation. Est-ce qu'à 5 ans, est-ce qu'il faut faire une écho? Est-ce qu'à 18 ans, il faut faire une écho? Alors, ça n'empêche pas. Moi, mon idée, c'est d'arrêter de faire des échos à chaque consulte. Oui. C'est à quel moment on s'arrête de faire des échos à chaque consulte. Donc, moi, je pense que ce serait dès qu'on en a 2 normales, ce qui n'exclut pas du tout qu'il faille revérifier à d'autres moments. Mais c'est plus quand est-ce qu'on s'arrête de regarder à chaque fois qu'on les voit. Ah oui, c'est en l'absence de traitement. Est-ce que ça pourrait convenir? Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'on impose un âge auquel on fait une écho systématique? Alors, les formes peu sévères qui ont au moins 2 échos en hospitalisation strictement normale, qui n'ont jamais eu de traitement, on ne refait pas forcément non plus. Mais c'est vrai que moi, la première consulte, quand je les revois 1 mois après la sortie, quasi systématiquement, je leur en fais une quand même. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir redétecté des choses 1 mois après la sortie dans cette cohorte-là d'enfants très peu sévères qui avaient eu pas de traitement anti-HTAP. Et nous, c'est vrai qu'on en met quand même assez facilement dès qu'on a un doute. Ceux qui n'avaient pas eu de traitement anti-HTAP, qui ont eu 2 échos pendant l'hospitalisation normale et que je revois à la sortie, ceux-là, non, j'ai pas souvenir d'en avoir détecté. Donc on prend qu'une seule écho normale ou 2? Moi, j'aurais tendance à dire 2 à 1 mois d'intervalle. Mais effectivement, de toute façon, en hospitalisation, ils ont toujours au moins 2 échos. Donc ça se recoupe, on va dire. Alors, suivi pneumo, je ne sais pas dans quelle mesure on en parle maintenant, dans quelle mesure on en parle tout à l'heure en même temps que le Synagis. Pour le FR, on peut en parler maintenant. Le Synagis, ce serait peut-être mieux de garder ça après la présentation. M. Storm me posait la question de l'EFR dans le cadre du suivi respiratoire de ces patients-là. Donc c'est vrai qu'en tant que pneumologue, moi j'ai trouvé la question étonnante.
faire une EFR chez un enfant qui a des antécédents néonataux assez lourds, qui a une hypoplasie pulmonaire du fait de sa pathologie, qui en plus, on voit qu'il y a quand même certains qui sont insuffisants respiratoires pendant quelques mois, qui ont un petit peu plus de risque d'infection aiguë, sifflant les premières années de vie. Ça me paraissait un examen indispensable, ça me paraît un examen indispensable à faire dans le cadre du suivi. Après, le moment pour la première EFR, donc ça va dépendre beaucoup des enfants. C'est vrai qu'il y a certains enfants qu'on peut faire souffler vers 4-5 ans, mais il y en a beaucoup qui quand même n'y arrivent pas non plus. Donc comme on est sur un examen chez un enfant qui a priori va bien, parce que s'il y a des symptômes respiratoires, la question se posera différemment. Mais chez un enfant qui va bien, je pense que 7-8 ans pour une première EFR fiable, c'est plutôt pas mal. Et après, il y a la question de refaire cette EFR à un certain moment au cours de l'adolescence. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même certains patients qui ont des déformations thoraciques, même si elles ne sont pas majeures. Moi, je serais d'avis quand même de les recontrôler, ces enfants, sur le plan fonctionnel respiratoire, peut-être au début du collège et puis au début du lycée, avant le passage à l'âge adulte. Voilà. Donc après, à discuter, je ne sais pas si... Donc est-ce qu'on peut résumer par EFR systématique vers 6-7 ans pour tout le monde, et EFR de contrôle, évidemment, pour ceux qui en ont une pathologique, et EFR systématique pour ceux qui ont une déformation thoracique vers 12-13 ans? Alors après, moi, j'aurais tendance à faire une EFR à 7 ans, une à 11 et une à 16, un peu dans le cadre du suivi. Après, la déformation thoracique, ça va dépendre de l'importance de la déformation thoracique. Si on a un petit pectus, c'est pas pareil que si on a une scoliose. Donc après, en fonction des symptômes et de ce qu'on observe, on va pouvoir demander des EFR un peu à la demande, quoi. Si vous faites des EFR systématiques, je me demandais quelle était la question posée. Quelle est la conséquence thérapeutique de l'EFR? Quelle peut être la conséquence thérapeutique de l'EFR? Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'enfant? Et sinon, quelle est la question posée par rapport à son histoire? Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Ensuite, l'EFR n'est pas forcément un examen très précis, on le sait bien, puisqu'on est... On n'a pas forcément et d'ailleurs on a un problème en pulmonaire puisqu'on ne sait pas évaluer correctement le poumon de manière fine, et si ce n'est avec une scintigraphie qui est irradiante, et peut-être plus tard il arrivera l'IRM fonctionnel. Alors c'est vrai que c'est anodin, mais ça reste un examen pour des enfants qui parfois ont déjà été bien... Enfin voilà, quelle est la question posée? Sur le FR, on peut mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif. Moi, j'ai un certain nombre de patients qu'on a fait souffler il n'y a pas très longtemps qui se plaignaient de rien et sur lesquels j'avais une vraie obstruction bronchique. On parle actuellement même en pédiatrie générale de faire un dépistage spirométrique systématique chez tous les enfants pour justement dépister de l'obstruction parce qu'on se rend compte que on n'a pas forcément des symptômes qui vont être dits ou verbalisés. Donc, si on me propose, dans le cadre du dépistage systématique, de faire une spirométrie à des enfants normaux... Il y a une vraie conséquence. Ce qu'on peut dire aux parents, c'est qu'il y aura une vraie conséquence thérapeutique. S'il y a un trouble ventilatoire obstructif, on va pouvoir le traiter. C'est intéressant de le savoir. Après, c'est important aussi de favoriser tout ce qui est activité physique. Certains vont pouvoir être un petit peu limités, même s'ils ont une petite part de restriction. Ça ne va pas forcément les handicaper dans leur quotidien. Et dans tous les cas, il faut les insister à pratiquer des activités sportives. Donc... Alors juste sur ce sujet, parce qu'effectivement on a pris attache aussi avec d'autres pneumopédiatres qu'on connaît les uns les autres. Vraiment, ils considèrent que cette EFR systématique à un âge qui restait encore à discuter devait se faire pour justement repérer ces formes asymptomatiques cliniquement. Mais la question qui se discutait, c'était de l'âge. Donc là, on entend que à Lille, c'était plutôt 5 ans, mais je crois que c'est pas possible partout à 5 ans, et que c'est un bon compromis de faire... 5 ans, c'est pas question de technique, ouais. C'est une question d'enfant. Oui, et quand on les fait à 5 ans, on en a plein qu'on va dire mauvaise coopération, et donc du coup, faut les refaire.
L'idée, c'est que si on est sur un enfant totalement asymptomatique, on veut faire ça à un moment donné où on a quand même la plupart des enfants qui vont être capables de le faire. Si on a un enfant qui a des symptômes cliniques d'asthme à 3 à 4 ans, on va le faire souffler à 5 ans, mais c'est pas la même question. Sébastien ? Et l'intérêt d'une épreuve d'effort hier, on Alors, en parlait un peu pour le... L'épreuve d'effort, il y a certains papiers qui semblent dire qu'effectivement, il y aurait un petit peu une diminution entre guillemets, des compétences à l'effort. Alors, on ne sait pas très bien si c'est un problème de désadaptation ou vraiment un problème plus en lien avec le poumon lui-même. L'épreuve d'effort, c'est beaucoup plus difficilement réalisable dans tous les centres. Je pense qu'une plétismographie, on peut le faire ça partout dans n'importe quel hôpital. Une épreuve d'effort, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le plan intellectuel, ça serait très très intéressant de faire ça avant le passage à l'âge adulte, mais c'est pas réalisable partout. Donc, j'ai une question. Est-ce que ces EFR diffèrent de celles qui peuvent être faites à 1 an dans certains centres? oui, ça n'a rien à voir parce qu'une EF 1 an, c'est des examens qui sont faits avec des jaquettes, c'est des examens qui sont plus un petit peu expérimentaux. Est-ce qu'ils sont toujours recommandés À 1 an, on ne fait pas de FR à part dans le cadre d'études sur des populations de nourrissons, c'est bien particulier. Bon, du coup, je continue parce qu'après, on n'aura pas le temps de laisser la parole à Isabelle. Le suivi neuro, j'en dis juste 2 mots. On voulait standardiser. On a pensé à l'échelle de Denver qui a des avantages, qui est déjà utilisé dans certains centres, qui est relativement reproductible et faisable assez rapidement par un clinicien qui ne demande pas énormément de formation. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Ok. Bon, du coup, tout ça pour vous dire aussi que c'est un projet qui me motive pas mal, que j'aimerais bien que je propose plus précisément de recueillir vos feuilles de suivi de chacun de vos centres pour essayer d'en faire une à vous proposer qui pourrait être nationalement acceptée et qu'on puisse standardiser un peu tout ça. Vous pouvez me contacter et voilà, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un sujet qui m'intéresse. Merci.